Julia Carninon, bonsoir et merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre présence. Merci. Alors vous venez ce soir nous parler de votre dernier roman, Ma dévotion, paru en août aux éditions du Rouergue. Alors pour commencer, quelques mots pour vous présenter. Vous avez étudié la littérature américaine, vous êtes écrivain et c'est dès votre premier roman avec Buvard que vous devenez connu. Il a notamment été couronné par le prix Françoise Sagan et le prix Vauban. Ensuite, vous avez publié Le dernier amour d'Attila Kiss, roman qui reçoit en 2016 le prix de la Closerie des Lilas. Et en 2017, vous publiez Une activité respectable, un récit dans lequel vous relatez votre lien à l'écriture. Et vous venez ce soir donc nous présenter Ma dévotion, un roman très intense dans lequel vous nous racontez l'histoire d'un duo, Hélène et Frank Appledore. Au détour d'un trottoir à Londres, alors âgé de 80 ans, Hélène croise Frank, ils ne se sont pas vus depuis 23 ans. Pour commencer, pourriez-vous nous dire comment est né ce roman ? C'est un livre qui est né du mariage de deux idées différentes. Au début, ce que je voulais faire, ça fait des années que je me dis que je veux écrire un livre sur la peinture. Moi, je ne sais pas peindre, mais j'avais lu quand j'étais enfant, adolescente, le faux journal, le journal d'Andy Warhol, la fausse autobiographie d'Andy Warhol. Et puis, il y a les entretiens de Bacon qui sont incroyables. Il y a des textes autobiographiques par de Kooning qui sont vachement bien aussi. Il y a eu toutes sortes de livres écrits par des journalistes sur Lucien Freud. Et je me suis mise à plonger là-dedans. Et puis, évidemment, tous les livres de peinture qui sont simplement des livres sur la peinture. Et c'est une de mes littératures préférées. Il y a des gens qui aiment bien lire des romans policiers. Moi, j'aime bien lire des livres sur la peinture parce que j'aime bien voir des gens qui pratiquent un autre art et les problèmes qu'ils ont là-dedans. Et puis, je suis très jalouse des peintres parce qu'ils font quelque chose de beaucoup plus physique que ce que moi je fais. Et parfois, quand je suis devant l'ordinateur, je voudrais que écrire des livres nécessite des mouvements plus larges, que ça ait une odeur et une matière. Et je regrette que ce soit pas le cas. Et je suis jalouse comme un pou des peintres qui peuvent le faire. J'avais un copain peintre à une époque qui habitait dans un atelier immense d'un ancien bâtiment soviétique à Berlin. Et c'était très très grand et il dormait dedans alors que ça ne devait être qu'un atelier. Et il peignait des toiles monumentales où il reproduisait, dans un style plus moderne, des anciennes planches d'anatomie. Et donc, comme il était pauvre, il mélangeait ses couleurs lui-même et il peignait dès 7h du matin dans la lumière, debout comme ça. Oh, je trouvais ça un luxe incroyable, alors que moi, j'étais dans mon lit comme une naze à taper sur des petits trucs. Donc voilà, il y avait cette espèce de fantasme vraiment pas très clair. Les livres commencent toujours par des idées un peu floues, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'y renoncer ou de les modifier. Et parce qu'au bout d'un moment, je voulais faire un livre sur un peintre qui aurait été une sorte de reproduction des livres sur les peintres que j'aimais lire. Et ça semblait pas si bien que ça. Et puis, en parallèle, je suis retombée sur un texte que j'avais écrit il y a peut-être 3 ans à propos de mon meilleur ami à moi. Alors, ce livre-là, aucun de mes livres, à part celui qui est ouvertement autobiographique, aucun de mes livres ne sont autobiographiques. Mais évidemment que dedans, il y a des traces des choses auxquelles j'ai pensé, des choses que je vois. Et donc, j'avais commencé à écrire un texte sur mon meilleur ami parce que on vivait ensemble à Berlin quand on avait une 20aine d'années et qu'on était très passionnés et furieux. Et moi, je voulais devenir écrivain et lui, il voulait devenir réalisateur de cinéma. Et on se disputait toute la journée pour savoir laquelle de nos voix était la meilleure, lequel de nous se comportait comme il le fallait, et est-ce que j'avais raison de penser qu'il fallait travailler dur tout le temps, ou est-ce que c'était lui qui avait raison de dire que la vie était quand même belle et qu'il fallait en profiter. Et on passait nos journées à s'engueuler là-dessus, et après on ne s'est pas parlé pendant 1 an, et ensuite on a fini par se rabibocher en admettant qu'au fond personne n'avait raison. Mais j'ai commencé à écrire quelque chose là-dessus, un texte très très mal écrit, mais à creuser à cette chose-là. Et petit à petit, l'idée de mêler les deux est arrivée. L'idée, non pas évidemment de parler de mon meilleur ami, qui, Dieu merci, a une vie plutôt plus cool que le personnage de mon livre, mais de puiser à l'émotion que mon amitié pour lui me procure pour en faire surgir le livre. Donc d'écrire le livre, qui est vraiment le livre de Frank et d'Hélène, mais de bâtir toute cette amitié en réfléchissant à ce que moi je ressens pour mon meilleur ami. Et en exagérant les choses. Je pense que souvent, je ne sais pas comment font les autres, mais moi, souvent, mes idées de livres, elles viennent de quelque chose de tout à fait banal que j'ai vu et que j'imagine exagéré. Par exemple, mon premier roman, on pourrait le résumer en disant que c'est l'histoire d'une grande écrivaine qui, elle seule, sait qu'au fond, elle est une fille sauvage des milieux pauvres. Mais tout le monde la voit comme un écrivain, et elle sait qu'elle est d'abord cette fille sauvage des milieux pauvres.
Bon, bah ça, c'était le renversement de ce que moi j'avais ressenti quand j'ai commencé à travailler comme serveuse et que tout le monde me voyait comme une serveuse, alors que moi, très orgueilleusement, je pensais que non, j'étais une intellectuelle. Ce qui m'arrivait à moi n'était pas intéressant, j'étais juste une imbécile arrogante qui aurait voulu qu'on la considère comme une intellectuelle à un moment où elle fabriquait des cafés sur la côte. Mais de renverser la situation, ça pouvait faire un sujet de roman. Et donc là, c'est pareil, moi j'avais juste des discussions conflictuelles avec mon meilleur ami, mais si je les exagère et si j'imagine qu'on ait continué comme ça pendant des années à être dans ce malentendu et à pas comprendre à quel point on était différents, ça fait un sujet de roman, peut-être. Alors, au cœur de ce roman, donc, il y a ces deux personnages, Hélène et Franck. Ils vont se rencontrer alors qu'ils sont adolescents. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles circonstances ils se rencontrent et qu'est-ce qui va provoquer leur rapprochement ? Hélène et Franck, ils se rencontrent à l'ambassade de Rome parce que le père d'Hélène est l'ambassadeur et le père de Franck est le premier conseiller. C'est l'ambassade de Grande-Bretagne à Rome. En fait, si j'ai bien compris, mais c'est ça qui m'avait intéressée, j'avais une copine dont le père était ambassadeur et du coup, son père était en poste à des endroits différents tous les 2, 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Et elle m'avait jamais raconté beaucoup d'histoires là-dessus, mais ça m'intéressait comme jeunesse, quel enfant ça pouvait faire, parce que forcément que les autres personnes travaillant à l'ambassade avaient des enfants aussi, et donc ça faisait des enfants d'une même nationalité, mais qui n'habitaient jamais au même endroit, et qui devaient d'une manière ou d'une autre avoir une vie quand même différente de celle d'un enfant normal. C'est des enfants qui sont peut-être plus protégés par des gardes du corps, ou j'en sais rien, il y avait quelque chose de très fermé là-dedans qui m'intéressait, et en plus là ça se passe dans les années 50. Donc Hélène et Franck se rencontrent au hasard de la mutation de leurs parents là-bas. Leur père et leur mère ne vont évidemment jamais bien s'entendre. Et eux, ils sont les deux enfants cadets de ces deux familles. Et ils décident tout de suite de faire alliance. Parce qu'ils se rejoignent dans le fait qu'ils détestent leur famille. Pour des raisons différentes, des bonnes, des mauvaises. Mais ils sont là à être baladés. Et dès le premier soir, ils comprennent qu'ils sont d'accord sur le fait que les adultes sont nuls. Et donc c'est aussi ça, c'est que cette amitié qui va durer tellement longtemps, qui va être tellement profonde et décisive dans leur vie, elle commence sur une décision enfantine. Et les enfants sont pleins de justesse pour beaucoup de choses, mais pas toujours pour les décisions peut-être. Et donc ça va partir, ils vont nouer une grande loyauté, alors même qu'en fait ils ne savent rien l'un sur l'autre à ce moment-là. Alors rapidement, ils vont fuir cette Italie donc, où ils habitaient avec leurs parents. Ils vont alors s'installer à Amsterdam, dans une maison appartenant à la mère de Hélène. Elle va étudier les lettres, écrire, et finalement se construire un peu tel qu'elle l'a toujours rêvé. Lui, pendant plusieurs années, va se chercher. Que ressent-il alors pour Hélène dans cette période où lui se cherche et ne se trouve pas vraiment ? C'est très difficile à vivre pour lui, c'est ça l'idée, c'est qu'ils sont dans quelque chose de très gémellaire tant qu'ils sont à Rome, ils font tout ensemble, ils fréquentent personne d'autre. Et quand ils arrivent à Amsterdam, Hélène, elle veut étudier, elle va finir par être éditrice, elle veut travailler dans l'ombre de la littérature qui est ce qu'elle aime le plus. Et quand ils arrivent là-bas, elle est tout de suite dans son élément, elle veut y aller depuis le début, elle veut aller là pour travailler, ça fait des années en fait qu'elle attend de pouvoir enfin avoir accès à une université correcte. Et donc elle se lance dans le travail et ça va être quelques années de sa vie où en fait elle va être très indépendante par rapport à Franck qui lui réussit moins bien dans ce contexte alors qu'il a toujours été plus éblouissant. Là il a raté son examen et puis il est à Rome et puis il tourne en rond et c'est évidemment une situation très humiliante pour lui d'être moins bien qu'elle, mais ne serait-ce que de ne plus être à égalité avec elle, c'est très compliqué. Et justement durant cette période il va se mettre à l'écriture ou du moins faire semblant d'écrire, il s'enfermera dans sa chambre et assurera à Hélène qu'il est plongé dans l'écriture d'un roman. Pourquoi a-t-il besoin de faire cela, de faire comme Hélène ? Est-ce qu'elle est pour lui un modèle à ce moment-là ? En tout cas, elle est une porte de sortie. Elle fait quelque chose qui a l'air de l'occuper, donc moitié par imitation, moitié par mime. Il fait la même chose qu'elle, dans l'espoir de la comprendre, c'est ce qu'il va dire aussi. Et évidemment, il y a beaucoup de violence dans le fait de faire ça. Qu'ils s'en rendent compte ou pas, mais il va sur son territoire alors qu'il était entendu depuis le début qu'ils auraient 2 territoires. Toute l'idée d'aller à Amsterdam, c'est une idée d'Hélène, c'est elle qui fait en sorte que ce soit possible. Elle l'entraîne, elle dit qu'elle l'embarque à bord de son paquebot. Et la dernière chose dont elle a envie, c'est qu'il commence à lui piquer son idée de travailler là-dedans. Mais je pense que pour moi, c'est des sentiments extrêmement clairs, ceux que ressent Hélène à ce moment-là. Et je pense que pour Franck, ils n'ont aucun sens. Pour lui, ça n'a aucun sens qu'elle puisse lui en vouloir de chercher son bonheur dans la même direction qu'elle, par exemple. Alors que Hélène voudrait que les choses soient beaucoup plus séparées. Alors comment Franck va-t-il en venir à la peinture ? Et en quoi peut-on dire que c'est grâce à Hélène qu'il deviendra un peintre ?
il va arriver à la peinture par ennui et par accident, comme c'est souvent le cas. Bon, je ne vais pas raconter exactement, mais ça va vraiment arriver par hasard. Et puis il va se lancer là-dedans. Il va sentir que c'est la bonne chose pour lui, mais aussi parce qu'il est désespérément en recherche, non seulement d'une occupation, mais d'une occupation qui lui permette d'actualiser l'exceptionnalité dont il pense être porteur, quoi. Et Hélène, elle va considérer toujours qu'il lui doit tout. Mais au fond, elle considère qu'il lui doit d'avoir découvert la peinture parce qu'elle l'a emmené à Amsterdam. C'est aussi lointain et flou et absurde que ça. Alors c'est vrai que quand il se met à peindre, elle va l'accompagner, elle va être attentive, mais elle va rien faire de plus qu'avant. Elle va être très fière. Mais elle n'est pas spécialiste en peinture, ça va pas être elle qui va avoir les connexions pour lui permettre d'exposer, elle va pas devenir son agente. Tout ça, c'est des postes que d'autres personnes vont occuper. Donc il y a quelque chose de complètement illégitime dans la façon qu'a Hélène de prétendre que c'est grâce à elle, avant tout, qu'il est devenu peintre. Mais c'est sûr, c'est qu'elle va être là, et surtout, peut-être qu'elle va assurer une continuité dans sa vie, parce que être peintre va être une grande rupture pour Franck. Les bouleversements que ça va produire en lui et les bouleversements que ça va produire hors de lui. Et Hélène, elle va rester toujours fiable et stable, la bonne vieille copine qui nous connaît d'avant et qui continue à nous voir comme on est vraiment. Et c'est de ça dont elle est très fière. Alors, donc, le travail de Franck va rapidement être reconnu, il acquiert une certaine notoriété, et c'est notamment une femme, Anna, qui va faire émerger son travail. Alors, qui est Anna et quelle incidence elle aura sur la vie et sur la relation de Hélène et Franck? Anna, c'est une fille de toute une lignée bourgeoise hollandaise, et elle est particulièrement jolie. Et c'est un peu la femme d'artiste dans son excellence. Alors c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu toutes sortes de femmes d'artistes, mais elle tient une galerie, elle a toutes les connexions, aussi parce qu'elle est riche, pas seulement parce que la peinture ça l'intéresse, et son éclatante beauté est aussi une excellente carte de visite. Il y a ce vieux truc qu'on raconte de... Comment ça fonctionne déjà? Quand un couple rentre dans une pièce, les hommes regardent la femme et se demandent si elle est bien ou pas, alors que quand un couple rentre dans une pièce, les femmes regardent aussi la femme et si elle est jolie, elles se disent que le mec doit être plutôt intéressant. Il y a un truc un peu pervers qui se passe comme ça. Et donc là, c'est un peu ça qui se passe avec Franck, qui pourtant est séduisant à sa façon, mais tout d'un coup, il devient le compagnon de cette femme puissante d'1m80, très rousse, qui, je me rappelle, c'était une interview de Sonia Rykiel, qui est morte maintenant, et Sonia Rykiel, elle disait, moi, toute ma vie, on m'a ouvert des portes. On m'a d'abord ouvert des portes parce que j'étais rousse, après on m'a ouvert la porte parce que j'étais enceinte, et maintenant on m'ouvre la porte parce que je suis Sonia Rykiel. Ça me faisait beaucoup rire. Donc c'est ça, Anna, elle va avoir ce rôle-là dans la vie de Franck, elle va être un peu l'épouse officielle. Et c'est aussi son apparition dans sa vie va aussi permettre de redéfinir pour tout le monde la place d'Hélène. Parce que si Franck avait déjà une femme, il ne pourrait pas avoir Anna dans sa vie. Mais il y a quand même la place de caler Anna. Donc ça indique le fait qu'Hélène a peut-être moins d'importance que ce qu'elle pense. Même si il va continuer à être très lié avec elle, il va mentir à Anna pour continuer à passer du temps avec Hélène. Mais tout de même. Alors justement, ce mensonge, il est assez omniprésent dans leur vie. Est-ce que vous pourriez nous lire un court chapitre dans lequel cela figure ? Mais je brûle les étapes. Reprenons. 1967. Tu étais amoureux. Tu étais riche. Très vite, tu t'es installé avec Anna Lieke dans un appartement bourgeois de 8 pièces que tu avais choisi pour la grande salle de 4 fenêtres donnant sur l'Amstel-Canal et dont tu voulais faire ton atelier. Tu y avais installé des étagères colossales, en chêne, fabriquées sur mesure, montant jusqu'au plafond, pour y entreposer tout ton matériel, peau, pinceau, brosse, papier, toile, cadre, éponge, pigments, solvants, ciseaux, couteaux flambant neufs, et un bureau dont tu avais toi-même dessiné le modèle. Tu en parlais à tout le monde, tu invitais des gens à venir voir comme tu étais parfaitement installé. Ta soudaine passion pour la décoration me faisait penser à Honoré de Balzac. Je souriais en silence. Tu avais certes un atelier, mais, en réalité, tu revenais tous les jours travailler dans notre appartement. Nous avons, en quelque sorte, poursuivi notre vie commune de cette façon. Toi, peignant au dernier étage, moi écrivant dans mon bureau, et nous croisant comme autrefois devant la cafetière. Rien n'a changé pour nous.
si ce n'est que nous sommes devenus des menteurs. Mais nous avions grandi avec eux, rétorquerais-tu, n'est-ce pas? Nous ne connaissions pratiquement que ça, des menteurs, des tricheurs, des opportunistes, des truands. Mes parents, tes parents. Non? Nous n'avions jamais connu autre chose. Pourtant, régulièrement, j'essayais d'aborder le sujet avec toi davantage pour me tranquilliser que pour te faire changer d'avis, sans doute, au fond. J'avais de bons rapports avec Anna. Je l'aimais beaucoup. Je ne voulais pas l'offenser. Lâchement, je n'avais pas envie qu'elle me soupçonne de quoi que ce soit. J'avais fait tellement d'efforts pour ne plus être jalouse. Je voulais que tout aille bien, et je m'inquiétais de ce mensonge quotidien. Mais tu me répondais, « Enfin, Hélène, au pire, que va-t-il arriver à ton avis? Au pire, je lui avouerai que je ne peux pas quitter mon premier atelier, que je suis superstitieux, que c'est bon pour nous deux, et basta. Que veux-tu qu'elle ait à redire à ça ?» Mais, bien sûr, ce n'était pas si simple. D'une manière ou d'une autre, ta chambre intacte dans mon appartement t'a donné une raison d'être cachotier, malhonnête. Tu as pris l'habitude de la vie clandestine. Et il t'a fallu des années, mais évidemment qu'à la fin, tu as trouvé un autre intérêt que la peinture à ce mensonge parfait. C'est comme si petit à petit tu avais dérivé jusqu'à ne plus être jamais capable d'admettre franchement où tu te trouvais, ni même, peut-être, de le savoir avec certitude. Lorsque l'on navigue à bord d'un bateau, m'a-t-on un jour appris, se tromper d'1 degré signifie partir en diagonale dans la mauvaise direction et se perdre à jamais. Je crois que c'est ce que tu as fait, Franck. Merci beaucoup. Alors donc le mensonge, ils vont reproduire ce schéma familial du mensonge. Est-ce que dans ce roman, vous souhaitiez montrer l'inéluctabilité des êtres à échapper au destin familial ou à ne pas échapper? On me parle beaucoup de ça à propos de ce livre, de à quel point on parle de l'enfance des personnages. Et je suis toujours embarrassée avec ça parce que je fabrique des enfances à mes personnages parce qu'ils ne peuvent pas surgir tout d'un coup sans qu'on sache d'où ils viennent. Mais j'en sais pas beaucoup plus que ce que j'ai écrit dans le livre. Pour moi, il y a un côté très normal au fait de fuir sa famille. En tout cas, par opposition au fait de rester dans sa famille. Fuir sa famille me semble plus logique. Et il s'enfuit. Et pour des personnages de roman, il faut qu'ils s'enfuient pour qu'il se passe des choses. Et leurs parents étaient des menteurs, mais pas tout à fait des menteurs comme ce qu'eux font. Eux, ils font quelque chose qui est plus de l'ordre de l'école buissonnière en apparence, et qui effectivement est un peu plus compliqué profondément, mais seulement pour Hélène. Pas tellement pour Franck. Franck, de toute façon, il passe sur les choses, donc ça n'a pas beaucoup d'importance pour lui. Si on décide que le mensonge n'est pas un problème moral, si on décide que rien n'est un problème moral, les journées sont plus faciles. Alors finalement, on peut presque dire que c'est à partir du moment où Franck naît artiste que son attention pour Hélène va faiblir. Elle aura parfois le sentiment d'être pour lui une gouvernante. Alors pourquoi est-ce qu'elle reste malgré tout ? C'est une femme qui est née à la fin des années 30, donc avec Franck ou avec n'importe qui, elle aurait été une sorte de gouvernante probablement, un petit peu. Et puis c'est la vie qu'elle a, enfin. Et puis son attention faiblit, moi j'en suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça varie tant que ça. En fond, il lui donne jamais assez d'attention. Et au moins quand il devient un peintre, il devient une denrée désirable. Parce que tout le temps où il est enfant, bon bah c'est juste un enfant. Puis tout le temps où il habite chez elle et où il est un échec social total, elle est contente, elle, d'habiter avec lui parce que c'est son ami. Mais je veux dire, il n'y a aucune fierté à avoir dompté quelqu'un comme ça qui est dans cet état. Quand Franck devient un grand peintre et qu'il préfère mentir à sa femme plutôt que de ne pas voir Hélène, et que c'est à elle qu'il confie la plupart de ses secrets, qu'il raconte ce qu'il fait, ça devient beaucoup plus flatteur d'être l'ami de cet homme-là et de s'imaginer que c'est grâce à nous qu'il en est là. Et donc elle n'a aucun intérêt à partir. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Et quand même, Hélène, elle a ce travail qu'elle fait d'arrache-pied en permanence, qui est un travail dont le but est de rester dans l'ombre aussi. Sa vie avec Franck, c'est le cœur de sa vie, mais c'est aussi la partie la plus intéressante de tout ce qu'elle fait, je pense. Et finalement, un jour, elle va partir, elle va vivre à Boston avec son époux, Gunther, un architecte sérieux rencontré à Amsterdam. Alors pourquoi est-ce qu'elle choisit un homme dont tous les traits de caractère sont presque à l'exact opposé de ceux de son meilleur ami ? Pour le vexer, à mort. Évidemment, le simple fait d'épouser Gunther, c'est une vengeance qui passe complètement inaperçue. Elle voudrait que ça poignarde Franck en plein cœur et qu'il ne s'en remette jamais. En fait, il s'en fout complètement. Ou presque. Et
et elle le dit, il y a cette chose de... Elle a cette sensation, et c'est un fait, d'avoir passé toute sa relation avec Franck à être celle qui pourvoit, celle qui est attentive, celle qui anticipe les sentiments de l'autre, pour pas qu'il soit vexé, pour pas qu'il soit... Et avec Gunther, elle a l'occasion d'occuper l'autre place. Tout d'un coup, Gunther, il est beaucoup moins compliqué. Puis Gunther, il la trouve très bien, donc il la narcissise beaucoup plus. Et il respecte son travail, et personne n'a jamais regardé son... Elle espère désespérément depuis des années que Franck remarque qu'elle fait des choses incroyables dans son travail. Mais en fait, il s'en fout complètement. Il s'en fout du travail, mais alors du sien encore plus. Alors que Gunther, c'est un vrai travailleur et qui est capable de poser toute son attention sur elle, et sans être hystérique pour autant. Et en fait, elle se retrouve beaucoup dans cette personnalité-là. Gunther lui ressemble beaucoup plus que Franck. Elle est très à l'aise. Alors finalement, elle va trouver à terme qu'il lui manque probablement la dose de fantaisie qu'elle partage avec Franck. Mais on met longtemps à comprendre ça. C'est quand même un phénomène assez courant d'avoir une liaison avec quelqu'un pendant un certain temps et de vanter ses mérites et de le quitter précisément pour ces mérites-là, pour quelqu'un qui a complètement des qualités inverses, et ensuite de ricocher comme ça ad vitam aeternam. Pour les plus chanceux d'entre nous. Alors du coup, elle va finalement par la suite revenir aux côtés de Franck. Est-ce qu'on peut dire que Hélène est une personne qui est stable ? Alors elle est très stable et très instable à la fois. Hein. Ouais, sans doute qu'elle est stable. Après, c'est un mot intéressant, la stabilité, parce que d'un côté, c'est présenté comme une qualité, quelque chose de positif, et en même temps, on pourrait se demander parfois quel est l'intérêt réel de la stabilité dans un contexte qui est la vie, où précisément rien n'est stable. En fait, être stable, c'est à peu près aussi bête que de construire des bâtiments qui ne soient pas souples sur une faille sismique. C'est pas... Être stable, il y a un côté où c'est nier la réalité de ce que ça va être la vie. Hélène, elle voudrait avoir défini les règles depuis le début, que les règles ne changent pas de son enfance à sa mort, décider elle-même ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de faire tout un ordre des valeurs qui soient respectées par l'ensemble des autres êtres vivants, et en particulier par Franck, parce qu'elle a décidé que Franck, il ferait comme elle. Au bout d'un moment, c'est moins de la stabilité que de la folie d'être aussi obstinée et d'être aussi gouvernante dans l'autre sens du terme, si on veut. Non, elle a l'idée fixe d'être avec lui, mais quand elle revient vivre avec lui en Normandie à la fin du livre, et là on ne peut pas tout raconter, elle revient pour une raison presque mesquine en réalité. Elle a une très bonne raison de le faire, mais c'est pas une raison qui est très généreuse pour le coup. Elle pense qu'elle est très généreuse, mais elle est très peu généreuse en réalité, cette femme. Est-ce que dans cette confession, dans ce texte qu'elle va faire, est-ce qu'elle se ment beaucoup à elle-même ? Je crois, elle se ment un peu sur le principe, sans doute. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle considère le fait qu'elle elle-même fait complètement fausse route, et que sa position, sa façon de penser le monde soit complètement inefficace. Mais bon, après, ce serait quand même... pour moi, c'est un truc un peu important dans le livre, c'est qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que c'est des vies humaines, en fait, on ne sait jamais. Il y a des fois, on s'engueule avec quelqu'un, on est sûr qu'on a raison. Moi, je suis fâchée depuis 2 ans avec une de mes meilleures copines, et je suis fâchée à mort. Si personne nous voyait, je pourrais l'écraser avec ma voiture. Je suis vraiment très, très en colère. Mais non, mais je vous jure, c'est horrible, horrible. Mais pourtant, je suis à peu près sûre que j'ai tort. Je pense pas qu'elle ait complètement raison. Non, mais je pense que je devrais même pas être en colère. Mais je suis vraiment très en colère et je suis incapable de me calmer. Non, c'est moche. Hein. Donc, je suis pour pas de jugement, notamment si je l'écrase avec ma voiture. J'espère qu'il y aura pas de jugement. Mais non, voilà, Hélène et Franck, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Ils sont d'abord liés, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même une grande amitié entre eux. C'est important. Moi, d'écrire ce livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que c'était l'amitié, qui était quelque chose que j'avais beaucoup méprisé au profit de l'amour dans ma vie. Je m'étais toujours dit que les amis, ils étaient toujours là, on s'en fout un peu. L'amour, ça nécessite de rester éveillé la nuit et de faire des efforts. Et finalement... j'inverserai évidemment pas complètement les choses, mais les amitiés, c'est quelque chose de beaucoup plus passionnant que ce que je pensais. Donc... Hélène et Franck, avec leurs défauts et leurs qualités, ils ont quand même réussi à faire tenir cette relation
des années. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux de construire une chose comme celle-là. Et quand il se retrouve sur ce trottoir à Londres et qu'il parle, évidemment, ce qu'elle dit, c'est subjectif, qu'elle donne sa version des choses. Mais elle n'est pas tant que ça dans l'attaque. Elle a des reproches sur des points très précis. Et je ne pense pas que si Franck donnait sa version, il serait... C'est français ce que je viens de dire, j'espère. Il serait extrêmement en colère. En fait, c'est juste deux points de vue différents sur une même chose. Au fond, on a toujours un point de vue différent de l'autre. Mais moi, quand je les imagine sur ce trottoir, il y a beaucoup d'amusement de sa part à lui, en tout cas. Parce qu'elle est en train de taper du pied comme une toute petite Cléopâtre. Elle est très, très en colère. Et il y a une partie de ce qu'elle raconte qu'il ne doit pas savoir, peut-être qu'aussi ils pleurent sur le trottoir tous les deux, mais il y a aussi une partie où ça sera toujours d'une certaine façon sa sœur ou sa grande sœur ou quelque chose comme ça. Même si elle a des reproches à faire, c'est intéressant. Tout ce qu'elle est en train de lui raconter, c'est très intéressant pour lui, je pense. Alors pour nous raconter cette histoire, donc l'histoire de cette vie, c'est Hélène qui prend la parole et elle s'adresse directement à Franck. Pourquoi avoir choisi ce système narratif ? En fait, c'est au bout d'un moment, au début, elle disait Franck. Et moi, mon problème, c'est que je crois j'ai tendance à écrire des livres d'une facture très classique, parce que c'est ça que j'aime lire aussi. Je voudrais écrire du Thomas Hardy, mais c'est pas l'idée du siècle. Et du coup, j'écris mes livres et souvent, je les écris vraiment très denses et très classiques, avec des rythmes lents, mais en même temps, ça va un peu trop vite. Enfin, c'est toujours un peu... Donc, dans les 45 000 relectures que je fais du livre pour l'améliorer... je me retrouve assez souvent en réalité à faire des choses très techniques comme repasser l'intégralité du livre au présent alors qu'il était un imparfait, changer la personne d'énonciation ou tout redécouper et tout remettre dans l'autre sens ou décider qu'en fait les chapitres vont être très courts. Je suis obligée de trouver des trucs pour que mes livres soient lisibles parce que sinon ils sont comme ça. Et donc au début, Hélène racontait en disant Franck et donc ça faisait vraiment... biographie d'artiste, et puis à un moment je me suis dit que j'allais essayer de mettre le tu, et j'avais des doutes parce que je trouvais ça un peu trop moderne, un peu cheap, mais finalement ça fonctionnait beaucoup mieux parce que tout d'un coup j'avais l'impression qu'on était dans le récit, et sinon on aurait tous été à distance, moi en l'écrivant et vous peut-être en le lisant, et de mettre le tu, ça, tout d'un coup ça donnait la bonne tension à tout ça, et ça soulignait à quel point pour Hélène la vie c'est un tête-à-tête avec cet homme-là, et ça aurait été ça la grande aventure de sa vie. Donc elle ne le raconte pas à quelqu'un d'autre, c'est à lui qu'elle le raconte évidemment. Alors à la fin de cette conversation, enfin de ce monologue, du coup, Hélène dit « Je crois qu'il y a bientôt 6 heures que je te parle tout bas, cela aura été notre vie, Franck. » En quoi pourrait-on dire que cette confession lui était nécessaire à Hélène ? En fait, le nœud du problème d'une certaine façon dans cette relation, c'est que tout au long des années, Hélène pense des choses, reproche des choses, a un jugement sur certaines choses, et elle ne le dit pas, et elle voudrait que Franck devine. Ce qui est un défaut assez couramment répandu, et plutôt un petit défaut, mais qui amène à de grandes catastrophes. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Je pense que c'est impossible, mais disons rarissime, que quelqu'un puisse deviner exactement ce qu'on ressent si on ne le dit pas. Alors ça ne sert pas forcément à quelque chose de dire tout ce qu'on a à dire, mais quand on commence à être mécontent de quelque chose, mettre son mouchoir dessus, c'est en fait le pire conseil du monde. Ça ne fonctionne pas du tout. Être un peu patient, ouais, mais pas mettre son mouchoir dessus. Et Hélène, à cause de son éducation, à cause de sa personnalité, à cause aussi de son orgueil, c'est très compliqué d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Je trouve que tu ne m'as pas très bien parlé » ou « J'aimerais que tu m'aimes davantage ». On n'est pas capable de prononcer des phrases comme ça. Donc en fait, elle passe son temps à refouler, par politesse, par un tas de raisons différentes. Et bon, quand même, avant de se croiser sur le trottoir, ça fait 23 ans qu'ils sont fâchés. Et ils sont fâchés parce que tout ce silence a eu des conséquences dramatiques. Donc elle a eu 23 ans pour réfléchir, cette femme très dure. Elle a eu 23 ans pour se dire qu'en tout cas, le silence n'était pas tellement une vertu. Donc ça lui fait du bien de la haranguer comme ça dans la rue, de lui dire les choses, de pour la première fois être puissante à son tour, de prendre toute la place. Ça rééquilibre et je pense qu'elle se sent libérée après. Et est-ce que du coup, après cette absence de communication tout au long de leur vie, est-ce qu'ils se comprennent finalement lors de cette ultime confession ? Je pense que Franck comprend beaucoup de choses quand elle lui raconte tout ça. Il n'est pas forcément d'accord avec tout, mais... Et il doit d'abord être surpris parce qu'il ne savait pas qu'elle avait autant de choses à dire. On a tendance à prendre les gens, pas pour acquis, mais à penser que ce qu'on voit d'eux, c'est ce qu'ils sont vraiment. Et notamment les gens qui ne parlent pas beaucoup.
et on est souvent surpris de ce qu'ils ont à dire quand ils ouvrent la bouche. Moi, j'ai une copine qui parle très très peu. Elle peut ne pas parler pendant des heures et des heures et des heures. Dans les soirées, elle peut ne pas dire un seul mot. Et je suis allée vivre avec elle à Rome, alors rien à voir, mais pour le coup, il y a des années. Et c'était vraiment fascinant de voir quelqu'un qui n'ouvre la bouche que pour dire des choses intéressantes. Moi, je dis des conneries en permanence. Non, mais c'est vrai, c'est très rare. On dit bon, bah voilà, il fait beau, qu'est-ce qu'on va faire après? On raconte des trucs pendant des heures qui sont pas intéressants. On se répète, on raconte à quelqu'un une histoire qu'on a déjà racontée à quelqu'un d'autre sous la même forme. On dit des choses qui sont pas bien moralement. On bitch un peu. Enfin, on fait tout ça. C'est aussi le sel de la vie. Mais du coup, il y a quelque chose de complètement exotique à être avec quelqu'un qui très très sérieux comme ça, qui dit rien et quand elle parle, ne dit que des choses absolument justes. Ce qui n'est pas le cas d'Hélène, mais voilà, il y a cette chose-là. Moi, cette fille avec qui je suis copine, je sais qu'il y a un nombre incroyable de gens qu'on connaît qui pensent qu'elle n'a rien à raconter, et juste parce qu'il faut attendre 2 heures. Et des fois, il faut attendre 23 ans. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le public. Moi, je me suis demandé sur le personnage de Hélène, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Comment vous l'avez dessiné? Il y a quelques années, j'ai découvert en retard de tout le monde Donna Tartt. Et donc, je les ai tous lus les uns à la suite des autres. Et aussi, j'ai été complètement captivée par Donna Tartt elle-même. Moi, j'ai fait une thèse sur les écrivains, donc je ne peux pas nier que les écrivains m'intéressent en tant que personne. Mais Donna Tartt, c'est trop génial, quoi. Elle a ce visage tellement particulier, elle fait 1m40, elle s'habille comme un homme, on ne sait pas avec qui elle couche. Elle raconte que sa mère était elle-même une tellement grande lectrice qu'elle lisait en voiture, mais en voiture au volant, pas en voiture à côté, parce que ça, on peut encore... Et les réponses, et je me rappelle regarder une vidéo de Donna Tartt qui a ses vêtements incroyables, toujours avec des impressions japonaises, qui a un chic. Moi, je voudrais être Donna Tartt, ce serait beaucoup plus cool. Mais je dis, même pas en tant qu'écrivain, physiquement, et je resterai assise toute la journée comme ça. Je serais très contente de moi. Et des interviews de Donna Tartt où elle parle de ce que c'est son travail pour elle, de l'implication qu'elle a là-dedans, l'autonomie de cette femme. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc j'avais une photo de Donna Tartt en noir et blanc, Donna Tartt quand elle est un peu plus jeune que maintenant, avec ses cheveux très courts et ce regard perçant et vraiment cette autonomie qu'elle dégage de j'ai rien à vous dire et j'ai besoin de personne, qui est vraiment... Et pourtant elle produit ces livres énormes depuis qu'elle a 25 ans. Enfin, c'est vraiment trop intéressant. Donc je pensais à Donna Tartt un peu, et je pensais aussi à ma grand-mère un peu, parce que c'est un peu le même genre de format, mais... Ma grand-mère, elle était extraordinairement sévère avec elle-même. L'idée de le bonheur, je sais pas, mais l'idée de plaisir était vraiment une chose complètement interdite. Et c'était, avec le recul, je me dis, c'était quand même... je passais beaucoup de temps avec elle. C'est quand même une drôle de façon d'être au monde, de se refuser à ce point-là la moindre joie, sauf éventuellement celle des petits-enfants. Mais sinon, rien. Manger des biscuits minuscules et exactement une tasse de café et jamais de sucre et... c'était très intéressant à regarder aussi. Et c'est seulement quand elle a été très vieille et qu'elle a eu Alzheimer que tout d'un coup les coutures ont sauté et qu'elle est devenue capable de dire des conneries et de faire des blagues. Et c'était incroyable de voir cette métamorphose. Donc je pensais un peu à ça aussi. Aussi parce que le personnage d'Hélène, c'est une vieille dame. Mais quand je l'imagine jeune femme, je vois Donna Tartt. Et quand je l'imagine vieille femme, je vois ma grand-mère sur un trottoir, frappant un homme avec son sac à main. Alors tout à l'heure, vous aviez dit que vous éprouviez beaucoup de plaisir à lire sur les peintres. Est-ce que vous en avez éprouvé autant à écrire du coup sur un peintre ? Oui et non. En fait, j'ai été vachement déçue. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je trouve qu'une grande partie du travail d'écrivain consiste à essayer de faire la part des choses entre les premières idées qu'on a eues et celles que le livre nous demande de choisir à la fin. Moi, je suis pas... Pour moi, c'est l'histoire qui finit par définir l'histoire. Donc j'avais envie de raconter plein de choses sur la peinture, mais je les ai pas écrites. Au final, j'ai écrit très peu de choses sur la peinture, très peu que j'ai mises dans ce livre. Finalement, ça n'avait pas sa place dans ce livre. Je pensais que j'allais écrire un livre peut-être sur la création artistique ou sur comment est-ce qu'on faisait cohabiter la pratique artistique avec la vie. Et en fait, arrivé à la moitié du travail, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que j'étais en train d'écrire. J'étais en train d'écrire un livre sur comment est-ce qu'on cohabite avec un autre être humain. Qu'est-ce que c'est la communication avec quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est l'amitié au long terme ?
plutôt quelque chose comme ça. Et comment, et vraiment cette question de la communication, comment on fait pour se comprendre entre individus qui ont une vision différente du monde. Donc finalement, ça a été très peu un livre sur la peinture. Et je le regrette, donc du coup, je peux toujours faire mon livre sur la peinture plus tard. Je vais faire ça pendant 30 ans, ça va être génial. Il y aura toujours un tout petit peu de peinture, mais jamais tout le truc. Non, je sais pas. Je sais pas s'il y a des questions dans le public. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que Julia, vous lisez, vous gueulez votre texte une fois que vous l'avez écrit ou pas? Vous êtes très frappé de la lecture. Ah, non, je fais pas ça, mais à force, je finis par être à peu près capable de savoir comment est-ce que ça va sonner si jamais je le lis, même sans le lire. Et mon mec, Dieu le bénisse, est parfois suffisamment patient pour accepter que je lise le texte le soir. Donc des fois, je lui fais la lecture. Généralement, quand je suis saoule, donc ça dure extrêmement longtemps parce que je promets de ne lire que 2 pages. Et en fait, je finis par lire 4 heures en articulant de moins en moins bien. Mais il est très compréhensif. Donc c'est comme ça que je check. Mais moi j'ai fait du slam pendant longtemps, donc je crois que ça m'a appris quelques trucs sur comment structurer les phrases. Et évidemment c'est hyper important pour moi que le texte soit lisible à voix haute et que ça ressemble à quelque chose quand c'est lu à voix haute. Et que ça ait un rythme et il y a quelques allitérations, enfin il y a des choses comme ça que je mets dedans. Si je peux pas le prononcer, alors je l'écris pas. En gros. Deuxième question. Pourquoi 118 chapitres? Mais parce qu'au début, je voulais faire un livre encore plus gros que ça. Ça c'est parce que je veux faire un livre sur la peinture, mais une autre de mes ambitions pour m'occuper, c'est que je voudrais faire un livre qui fasse plutôt 500 ou 600 pages. Parce que j'en ai jamais fait, donc j'ai envie de le faire. Mais sauf que cette année, j'ai eu le bébé, alors c'était trop compliqué. Et donc finalement, c'est plus petit que prévu. Mais je voudrais faire un livre avec des gros chapitres à l'ancienne, des bons chapitres de 20 pages, de 30 pages et tout ça. Sauf que j'ai l'impression qu'avec ma façon d'écrire, je peux pas faire ça. Parce que c'est un peu trop dense. Et moi, j'aime pas faire des courts paragraphes, j'aime avoir des gros paragraphes. Et là, en fait, chaque chapitre est un paragraphe, il n'y a quasiment pas de retour à la ligne. Et puis, alors là, c'est plus de la coquetterie. Mais j'avais découvert ça en écrivant mon premier roman. Quand j'écris une phrase... c'est pas bonne, le bon mot, mais certaines phrases un peu plus décisives que d'autres, je veux qu'on la voie. Et donc si j'écris des chapitres de 20 pages, ces phrases-là, qui sont mes meilleures phrases, on va dire, elles vont être paumées dedans. Alors qu'en faisant des chapitres comme ça, je peux les finir ou les commencer à chaque fois par une de ces phrases de meilleure qualité. Et je trouve ça mieux. Voilà, c'est très technique. Mais j'ai essayé de le faire avec des gros paragraphes et après, à chaque fois que je tombais sur ces phrases-là, j'étais là genre, oh là là, mais personne va les voir, elles vont servir à rien. Alors que je sais qu'avec Buvard, j'avais fini quasiment tous mes chapitres comme ça. Et j'avais eu l'impression, moi en l'écrivant, je m'étais dit que c'était bien quand je relisais, et des lecteurs en avaient parlé. Et je m'étais dit que c'était une bonne... ça correspondait à mon style d'écriture, parce que le style d'écriture, c'est comment on fait les phrases, mais c'est aussi comment on fait les paragraphes, comment on fait les chapitres. Bien sûr que c'est important. Et il faut trouver une façon de découper, je trouve, qui soit adaptée à la texture du texte qu'on produit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Est-ce qu'un thème musical a accompagné l'écriture, un thème particulier ou un style de musique particulier a accompagné l'écriture tout au long du travail? Mais j'aimerais bien dire oui, mais je crois que pour des raisons qui m'échappent, ça doit faire 2 ans que j'ai pas écouté de musique en fait. En fait, parce que je suis très mal équipée technologiquement parlant. Donc j'avais encore un MP3, mais j'ai fini par marcher dessus ou un truc comme ça. Puis il faut le recharger, et puis il n'y a que de la musique pourrie dessus, donc je n'écoute plus. Et on a une enceinte connectée, mais évidemment j'arrive pas à la connecter. Et j'ai pas non plus Spotify. Donc quand je vais écouter de la musique, je finis par aller sur YouTube. J'écoute 2 trucs et après ça se met à faire de la pub. Donc en fait il faut que je recommence. Ce serait une bonne idée. Mais je me méfie un peu de ça parce que d'un côté, ça va très bien ensemble, écouter de la musique et écrire, écouter toutes sortes de musique. Mes autres livres ont été écrits avec beaucoup de musique. Je dirais plutôt quelque chose qui irait de John Lennon à Buddy Holly, on va dire que c'est ça que j'écoute. C'est-à-dire c'est vraiment un tout petit segment de ce que la musique a fait dans le monde. Mais en même temps, je me méfie beaucoup parce que de l'envie de mettre de la musique qu'on écoute dans les livres. Il y a des fois où ça marche merveilleusement bien et je pense que je me censure un peu trop là-dessus. Mais citer des paroles de musique dans un livre, c'est un des signes distinctifs de l'écrivain débutant. Et du coup, je suis encore un peu trop débutante moi-même pour oser le faire.
Mais dans 40 ans, je vais les pourrir de paroles. Quand vous dites que vous aimez la peinture, est-ce que c'est restrictif à De Kooning, Warhol, ou vous revenez à Rembrandt ou d'autres peintres de ce genre? Je crois que j'aime bien la peinture plutôt figurative, qui a été peinte par des hommes homosexuels nés au début du XXe siècle. Ouais. Non, mais parce que mon intérêt pour ces peintres-là en particulier, bon, Lucien Freud n'est pas homosexuel, mais Bacon, Andy Warhol, oui. Mais c'est aussi cette vie-là, cette vie sans femme et sans enfant qui m'intéresse beaucoup. C'est une autre chose que j'aurais bien aimé être dans une autre vie. C'est vraiment la chose qui pourrait être la plus éloignée de moi, être un vieux peintre homosexuel alcoolique habitant à Londres et mangeant des huîtres toute la journée. Mais c'est le mieux, je trouve. Quand je lis les interviews de Bacon, mais j'aurais tellement aimé être dans cette bande où j'aurais servi à rien, à part à vider les assiettes. Mais non, c'est ça que j'aime bien. J'aime quand on voit la matière, j'aime bien Nicolas de Staël, j'aime bien ces choses-là. J'aimais bien... comment il s'appelle ? Schiele, comme tout le monde quand j'étais jeune. Mais avec le temps, j'ai besoin de plus de couleurs. Et je suis allée il y a quelques années à Lisbonne, au musée Berardo. Et ils ont exactement tout ce que j'aime. Le musée Berardo, c'est absolument parfait, quoi. Ouais. Le Caravage à Rome? Non, ça, j'ai pas fait des masses les musées à Rome. Hein. Je fais les pizzerias plutôt. D'autres questions dans le public ou des remarques sur le livre? Non. Oui. Vous avez choisi très tôt votre future vocation romancière, si je ne dis pas de bêtises, avec quand que ce soit possible, l'adolescente de 13 ou de 14 ans que vous étiez, si elle vous regardait aujourd'hui, est-ce que elle aurait le sentiment que vous êtes encore sur le chemin, que vous êtes déjà arrivé là où vous rêviez d'être, ou au contraire bien au-delà, au contraire? Ça dépend des années. Je me rappelle, je pense que c'était quelques semaines après la sortie de mon premier roman, j'habitais encore à Paris, donc je devais avoir 27 ans. Le livre venait de sortir, ça se passait bien, c'était le début, et j'étais en train de marcher vers chez moi au niveau des Abbesses en portant un très gros sac de manuscrits, parce que c'était la première fois que mon éditrice me donnait des manuscrits à lire. Maintenant, c'est le boulot que je fais à côté, je lis des manuscrits pour les maisons d'édition. Et je me rappelle très distinctement être dans la rue, et me dire, oublie jamais ça, oublie jamais qu'un jour, tu as eu 27 ans et un livre en librairie, et que les choses allaient bien, et qu'en plus, tu étais en train de commencer ce nouveau travail qui allait consister à lire des livres pour gagner ta vie, et que tout était parfait. Alors je sais que cette année-là, tout ce qui s'est passé, mais même juste que le livre sorte et que ça se passe à peu près bien, ouais, je me suis dit, j'ai essayé d'en arriver là pendant 15 ans, et d'y être, c'est vraiment parfait. Et après, chaque nouvelle année apporte son lot de... nouveaux défis à fixer pour pas s'ennuyer, et de nouvelles difficultés à réaliser ces défis-là, ouais. Mais moi, je suis extraordinairement contente que ça ait marché. C'est trop bien. Merci beaucoup, Julia Caron, d'avoir répondu à nos questions. Il y a une dernière. Vous avez mentionné que vous avez fait une thèse, et je me posais la question de savoir est-ce que l'écriture de thèse, le travail vraiment doctoral, a une influence sur votre écriture en romancière? Peut-être, parce que c'est l'enfer de faire une thèse, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment eu cette sensation de la commencer en étant la dernière des imbéciles. Je n'arrivais à rien. Mes professeurs passaient leur temps, mes directrices de thèse, j'en avais 2, à me dire « Mais enfin, Julia, mais c'est pas ça du tout. » Je faisais rien comme il fallait. J'étais complètement à côté de mes pompes. Et puis, j'habitais à l'étranger, puis à Paris, alors que mon école doctorale était à Aix. Donc, c'était vraiment stupide tout ce que je faisais. Et quand même, une fois qu'elle a été finie, de me rendre compte que, bon, d'un côté, j'ai oublié aussi sec que je l'avais faite. On se motive pendant 5 ans en se disant mais à la fin je serai docteur, et moi j'oublie la moitié du temps, puis ça me sert à rien, hein, soyons clairs pour l'instant. Mais en même temps, indiscutablement, le fait d'avoir acquis une compétence, et à minima la compétence d'une obstination monstrueuse, et du coup c'est vrai que l'idée de faire des recherches, ou l'idée d'écrire, ou de reformuler, mais ça je le faisais déjà avant, mais quand même, ouais, ça m'a rassurée sur beaucoup de choses d'avoir une thèse. Après, c'était incroyablement agaçant au début de l'affaire, et c'est pour ça que j'y arrivais pas, enfin que ça se passait pas très bien. Quand j'ai commencé, ma première année de thèse, c'est aussi l'année où j'ai écrit mon premier roman,
enfin où je l'ai fini, Buvard. Et Buvard, c'était l'antithèse de ce que j'essayais de prouver dans ma thèse. Ma thèse essayait d'apporter une vision réaliste de la façon dont les écrivains devenaient écrivains, donc en se basant sur la sociologie de l'art, des choses comme ça, et de comprendre que personne ne devient écrivain par hasard, et que bien souvent d'autres écrivains ont aidé l'écrivain débutant. Enfin, quelque chose qui est très éloigné du discours romantique de l'écrivain, qui s'est fait tout seul, qui n'a jamais été riche, qui n'a jamais étudié. Non, c'est faux. La plupart du temps, c'est faux. Et pourtant, dans mon roman, je racontais exactement l'inverse. Je racontais comment une fille venue de nulle part devenait une grande intellectuelle. Donc ça a été très antagoniste de faire les deux en même temps, d'avoir cette impression d'avoir une absolue liberté dans ma fiction et d'être vraiment mais une esclave dans le doctorat et de jamais pouvoir dire ce que je voulais dire. Mais bon, c'est la différence entre l'écriture scientifique et l'écriture de fiction, quoi. On est content que les gens confondent pas trop souvent quand même les deux. Est-ce que tu dirais que tu creuses cette question de la légende avec tes personnages ? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut que j'arrête de le faire. Parce que là c'est ma 4e rencontre pour ce livre, et il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses comme dans vos livres, il y a toujours cette haine de la famille, et ça parle de création artistique, et c'est vrai, et indiscutablement, ça doit être des choses qui m'occupe, mais je pense que si je continue à écrire des livres, il va falloir peut-être que je trouve de nouvelles obsessions, parce que je vais pas... Et puis dans la thèse que j'ai faite, c'était sur des interviews d'écrivains américains, donc c'était des interviews, et il y avait notamment un auteur, je ne sais plus lequel c'était, qui disait que précisément à force que les gens qui deviennent écrivains appartiennent à certains milieux et qu'ils rentrent ensuite dans des castes, dans des fonctionnements, enfin on ne peut pas nier qu'il existe un monde littéraire. Moi j'ai habité à Nantes, je ne fais pas les soirées cocktails, mais je veux dire, j'en connais plein des gens dans l'édition quand même. Donc je finis par appartenir à cette corporation, même si je ne fais pas la courtisane. Et l'auteur regrettait que, comme les écrivains finissent par vivre entre eux, ils deviennent incapables de décrire un personnage qui ne soit pas un écrivain. Et donc les romans sont remplis d'écrivains, semi-écrivains, scénaristes, éditeurs, peintres, enfin, je vous apprends rien. Hein. Et moi j'ai adoré lire ça, je me suis dit, ah ouais, il a trop raison, il ne faut pas le faire, et j'arrête pas de le faire. Donc il faut absolument que je me passionne pour une nouvelle corporation et que je me mette à réfléchir à ça, parce que sinon je vais me répéter, j'ai peur.